Bonsoir à tous. Ouais. Merci d'être là. Vous le savez, cette journée mondiale du refus de la misère est célébrée dans de nombreux pays. D'ailleurs, une délégation mondiale est en ce moment même reçue à l'ONU à New York. Et notre cérémonie à Paris, comme 6 autres dans le monde, est retransmise sur le site stoppauvreté.org. L'extrême pauvreté est une violence. Elle provoque jugement, humiliation, enferme dans le silence, détruit des vies. Mais on le dit haut et fort, elle n'est pas une fatalité. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle peut être refusée. Dans un contexte où l'on voit trop souvent les personnes en situation de pauvreté à travers leur manque, cette journée mondiale du refus de la misère est l'occasion de parler de leur courage, de leur force, de leur richesse. Oui, de leur richesse, car les personnes les plus démunies sont source d'innovation, de transformation sociale, source d'espoir pour nous tous. Elles nous font sortir de la fatalité. La société civile se mobilise. 48 partenaires sont avec nous aujourd'hui, syndicats, associations, fédérations. Merci à vous d'être là. C'est ensemble que nous réussirons. 30 000 participants sont venus au village des initiatives pour une société autrement, place de la République, qui était organisée ce week-end. Nous attendons beaucoup des responsables politiques pour construire une société plus juste, mais chacun de nous doit aussi s'engager. Nous devons changer notre regard, nous associer avec les personnes en situation de précarité pour répondre aux défis d'une société qui ne laisse personne de côté. Le président de la République, vous le savez, a annoncé le lancement d'une concertation sur la lutte contre la pauvreté en vue de définir une stratégie. La forte progression des inégalités renforce un sentiment d'abandon d'une partie croissante de la société. Et cela met en péril la devise de notre République. Il est nécessaire de prendre le temps de la concertation, d'y associer sérieusement les personnes qui vivent la grande précarité. Cette concertation doit aussi s'appuyer, entre autres, sur la loi de 1998 contre les exclusions. Il est vraiment temps d'investir durablement dans la lutte contre la pauvreté, de s'attaquer à ses causes profondes et pas seulement à ses conséquences. Et cela demande, entre autres, des moyens financiers qui soient à la hauteur. Permettre à tous la réussite scolaire, l'accès aux soins, à la culture, à la citoyenneté, au logement, à l'emploi, et garantir des minima sociaux qui permettent de vivre dignement, c'est éviter le coût humain et financier intolérable de la pauvreté, c'est agir pour tous et faire vivre la démocratie. Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l'homme et du citoyen de tout pays se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré, disait le père Joseph Wresinski. C'était en février 1987. Il a demandé « Redis-moi des prénoms de mères mortes de la misère. »
Il faudra toujours se rappeler de toutes ces personnes mortes de la misère. Vous pensez à un monument pour ces morts, demandai-je? Non, pas de monument aux morts. Pas de monument d'ailleurs. Un lieu de sens, un lieu ouvert, un lieu déjà visible dans l'histoire. On y placerait une pierre, une simple pierre gravée. Leur vie. Voilà ce dont je parlerai toujours. Rendre hommage à leur vie. En octobre, le 17, il m'a amené ici, où nous sommes rassemblés une nouvelle fois ce soir, ici, sur ce parvis. Le parvis des libertés, le parvis des droits de l'homme, le parvis du citoyen. C'est là qu'il faut que tu sois, entouré, toujours. Plus de 100 000 personnes étaient autour de moi. D'abord, toutes ces familles qui vivent dans l'extrême pauvreté et qui s'étaient rassemblées à l'appel de Joseph Wresinski. Le père Joseph, comme elle le nomme, lui aussi venu de la misère. Toutes ces familles appelées à tort les sans-voix et qui voudraient surtout qu'on les écoute. Être sur ce parvis, sortir enfin du silence, témoigner de notre résistance à l'exclusion à laquelle on nous condamne. Avec force, nous voulons crier que les droits de l'homme étaient bafoués. Grâce à notre expérience de la vie, nous venions dire à un monde qui n'oublierait personne. Et tous ces anonymes, tous ces curieux présents aussi, certains pensaient sûrement assister à un événement parisien. En fait, nous découvrions tous que nous étions rassemblés pour prendre un engagement qu'il fallait toujours honorer. Éradiquer la misère, une insupportable violation des droits de l'homme. S'unir dans la fidélité à notre devoir sacré de les faire respecter. Défendre en toutes circonstances l'égale dignité de tous. Oui, il nous fallait un lieu où venir se recueillir, puiser des forces, refuser l'injustice, un lieu où nous pourrions prendre la parole et être entendus dans l'histoire, un lieu pour refuser que les droits de l'homme soient bafoués. À mes côtés ensuite, il nous a tous exhortés. Vous êtes le quart-monde. Vous êtes les héritiers de ces milliers et millions d'enfants, de femmes et de pères qui meurent de misère et de faim. Souvenez-vous et soyez leurs fidèles.
À vous qui êtes enterrés dans des tombes sans nom. À vous dont l'existence n'a fait plus de bruit qu'une feuille qui tombe. Nous vous rendons hommage. Nous exigeons que la plus humble et la plus silencieuse de nos vies soit désormais écoutée et respectée. Nous refusons que nos combats soient effacés de la mémoire des hommes. Madame Hidalgo, maire de Paris. Merci à toutes et à tous et merci pour tant de beauté parce que voilà, quand on participe et qu'on écoute ce qui vient de se passer, on en a la chair de poule tellement c'est beau, émouvant et tellement nous vibrons ensemble. Je veux dire avec Dominique Versini que je remercie d'être là aussi tous les jours à Paris dans l'action pour lutter contre toutes les exclusions, que cette ville, la ville dans laquelle vous êtes, cette ville sur ce parvis des droits de l'homme, cette ville est engagée. Bien sûr, on n'arrive pas à résoudre tous les problèmes tout seul, c'est pour ça qu'on est ensemble. Mais cette ville est engagée et nous considérons que la lutte contre les exclusions, c'est le combat de ce mandat. Depuis 2014 jusqu'à 2020, nous avons décidé d'en faire une grande cause de ce mandat qui est le nôtre, de ce mandat municipal. Cette cause, elle nous engage tous, elle nous engage bien sûr dans l'équipe avec tous les élus qui sont autour de moi. Elle engage aussi l'administration parisienne que je veux remercier et saluer parce qu'elle est aussi présente sur le terrain tous les jours, dans les maraudes, dans les centres d'hébergement d'urgence, dans tous les lieux qui sont nécessaires pour établir du lien et lutter contre cette exclusion. Et puis elle nous engage tous parce que ce sont aussi les associations qui sont en première ligne de front. Et je veux dire à ATD Quart Monde ma fidélité
et aussi mon admiration pour le travail qui est fait. Je crois que je suis venue pour la première fois en 97 dans des rencontres organisées par ATD Quart Monde. J'ai eu l'immense honneur de participer à cette loi de 98 sur la lutte contre les exclusions et de pouvoir voir aussi une de vos anciennes présidentes, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, qui avait été vraiment à l'origine d'un travail qui avait mobilisé toute la société. Il faut qu'on continue et sans relâche, parce que la lutte contre les exclusions, c'est un combat de tous les jours qui concerne bien sûr les politiques sociales, les aides, l'emploi, mais, et vous le faites merveilleusement bien, et je veux conclure sur ce point-là, vous dire que la culture et l'éducation, c'est par cela que passe aussi ce combat, et c'est aussi ce chemin que vous avez toujours montré à ATD Quart Monde, toujours faire en sorte que la dignité de chacune et chacun passe aussi par sa capacité à s'exprimer et à exprimer dans les différentes disciplines artistiques, sa capacité à être debout, fière d'elle-même, c'est ça la dignité. Et le langage de la culture, les langages de la culture et de l'éducation sont la base, vraiment, pour pouvoir lutter contre toutes les exclusions. Je veux vous dire qu'on est loin d'avoir résolu tous les problèmes. Il y en a encore beaucoup sur notre chemin. Nous sommes confrontés à une crise migratoire sans précédent. Nous sommes confrontés à des exclusions de plus en plus nombreuses, à la précarité aussi dans le travail, qui rejette beaucoup de nos concitoyens. Et notre travail à tous, et vous les associations qui êtes en première ligne de front, c'est non seulement d'être dans l'alerte, mais aussi dans la construction. À la place qui est la nôtre, modestement, à la place qui est la mienne, nous sommes avec vous, et vous le savez, de façon définitive, pour ce très beau combat. Il n'y a pas d'autre combat humaniste qui vaille la peine d'être vécu que celui qui consiste à vouloir donner à chacune et à chacun la place qui est la sienne dans la société, avec sa singularité, avec ses particularités. C'est comme ça que nous sommes plus forts ensemble. Je vous remercie. À ce premier 17 octobre, une maman est restée longtemps devant moi. Elle me regardait sans bouger. Dans ses mains, elle serrait une écharpe sur laquelle figurait le nouveau logo du mouvement ATD Quart Monde. Je crois qu'elle pleurait. Je veux la remporter chez moi, vous savez. Je vais la montrer à mon mari, Robert. Il n'a pas pu venir. Il est trop fatigué dans sa tête. Et puis, j'expliquerai aux enfants l'oiseau, l'avenir. Maman, c'est quoi le dessin sur ton écharpe? Des hommes partent de la nuit, ils vont vers la lumière. Ils veulent rattraper, retenir l'oiseau. L'oiseau, c'est l'espoir, c'est la fraternité, la joie, la délivrance. Mais pourquoi ces ronds autour? Parce que c'est la terre tout entière, enfin lancée dans ce mouvement fraternel de recherche infinie. Vivre en famille, soutenir le frère, la sœur, le mari, quand ils peinent à rester debout, quand ils se découragent de leur faiblesse, transmettre de belles choses aux enfants et voir leurs yeux de fierté heureuse quand ce sont les papas et les mamans qui peuvent expliquer. Voilà la vie que nous souhaitons tous. Voilà la force que cherche, en se rassemblant, ce que la misère accable. Moi, j'ai été placée et je ne me souviens plus du tout de mon enfance. La seule chose dont je me rappelle, c'est que j'ai été séparée de mes frères et sœurs et qu'on ne m'a pas dit où j'allais. Lorsque j'étais placée, je revenais chez maman en vrai et je quittais maman nourrice. Maman, en vrai, elle était perdue parce que je lui demandais des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Elle avait perdu sa fille sans la perdre. On a beau dire qu'on est placé parce qu'on nous élève mal, en fait, souvent, on nous place que parce qu'on est pauvre.
Il faut tout faire pour nous maintenir ensemble. Je me rappelle bien de la souffrance de cette femme, racontée ici, face à moi, un 17. Une autre dame a alors pris la parole ce jour-là. Elle a dit qu'il fallait chercher dans le dialogue entre parents et professionnels des alternatives à de telles douleurs. La peine et le courage de ces parents brisés par la séparation de leurs enfants s'expriment partout dans le monde. Ce jour-là, c'était le dernier jour pour la famille Braxton d'être ensemble avant que les enfants ne partent en placement le lendemain. Nous avions vécu des mois où nous nous étions battus aux côtés de la famille pour que les enfants puissent rester à la maison. Au tribunal, personne n'avait puni tout l'amour qu'il y avait dans la famille. Mais on disait que les parents ne pouvaient pas répondre aux besoins de leurs enfants. Eux savaient que personne ne pourrait jamais aimer leurs enfants comme ils les aimaient, les protéger et les comprendre comme ils le faisaient. Impossible d'imaginer ce qui peut se passer dans le cœur d'une maman un jour pareil. Le papa était parti quelques jours, miné par les tensions, le désespoir et par sa propre impuissance. Avec la maman Jennifer, on s'était dit que ce serait bien de sortir, de vivre un moment dans la nature, un moment en famille. Je les ai emmenés en voiture, la maman et les 5 enfants. Tout le monde était silencieux. Finalement, nous sommes arrivés dans un grand parc très sauvage. Jennifer est une femme de grand courage, je le savais, mais ce jour-là, elle m'a émerveillée. Comme elle a su rire avec les enfants, cachant sa peine et son angoisse, sauf à quelques moments où, en cachette des enfants, elle me disait comme elle redoutait ce temps de la séparation. Et là, les larmes lui venaient aux yeux. L'heure de rentrer est arrivée. Dans la voiture, le silence à nouveau s'est installé. Jennifer avait connu le placement enfant et adolescente et gardait en elle une blessure ouverte. Elle nous disait souvent « Je veux tout faire pour que ça n'arrive pas à mes enfants ». Ce jour-là, Jennifer avait pu en elle des ressources de courage et de tendresse, d'imagination pour cacher son angoisse, sa peine et faire à ses enfants ce cadeau d'une journée heureuse en famille. Un souvenir qu'ils garderaient en eux comme un trésor. Ils vont trop vite à placer les enfants. Ils devraient réfléchir avec nous. Nous sommes privés de nos enfants comme nous avons été privés de nos parents. En nous rassemblant, nous avons découvert que nos parents ont été des combattants. À leur suite, nous luttons pour l'égalité et la dignité de tous. À notre suite, nous voulons que nos enfants, même si nous sommes séparés, restent fiers des familles dont ils sont les héritiers.
moins fort possible. Encore moins fort, le Père. Bouche fermée et les yeux fermés, en toute confiance. Si on pouvait s'abandonner dans ce chant. Le 17 octobre 1992, voilà 5 ans que j'étais ici. J'apprenais que pour de plus en plus de personnes dans le monde, le besoin de célébrer ensemble cette journée était fort. La bonne nouvelle est tombée dans la soirée. Monsieur Javier Pérez de Cuellar, ancien secrétaire général de l'ONU, au nom d'un groupe de personnalités internationales rassemblées dans le Comité pour la Journée mondiale du refus de la misère, lançait un appel pour la reconnaissance de la date du 17 octobre. Le 22 décembre 1992, la journée du 17 octobre est proclamée Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté par l'Assemblée générale des Nations unies. Quelle responsabilité c'était! Une reconnaissance internationale. L'engagement pris en 1987 au Trocadéro devenait celui des Nations unies. Tous les États du monde invités à marquer désormais le 17 octobre. Les plus pauvres surtout, reconnus en première ligne de la lutte contre la pauvreté. Ce n'était que justice et espoir pour eux.
J'étais fière. Une nouvelle date dans l'histoire des plus pauvres devenait une date officielle de l'histoire de tous. Ainsi, l'ambition internationale perpétuait les engagements les plus forts de nos sociétés. Dufourny, de Villiers-le-Bel, indigné par le fléau de la misère et par le mépris de ceux qui la subissaient, écrivait le 25 avril 1789 dans ses cahiers du 4e ordre. Allez à la rencontre des infortunés et apprenez d'eux tout ce qui accompagne et suit l'infortune. Voyez comme ils vivent les subsistances, le travail, le logement, les maladies, l'enfance, la vieillesse, les vexations et les humiliations. Chaque député du tiers, vous serez leur représentant. Alors chaque Français formera des vœux pressants pour la destruction de toutes les causes de la misère, pour la défense des infortunés. Victor Hugo, le 9 juillet 1849. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse. Car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Le 16 mai 1883, la poétesse Emma Lazarus pour le socle de la Statue de la Liberté à New York. Donne-moi tes pauvres, tes exténués, qui en rang pressé aspirent à vivre libre. Le rebut de tes rivages surpeuplés, envoie-les-moi. Les déshérités, que la tempête me les rapporte. Gandhi, le 3 février 1937. La misère est la pire des violences. Nelson Mandela, le 14 janvier 1994. Tant que la pauvreté, l'injustice et les inégalités extrêmes subsistent, personne d'entre nous ne peut vivre en paix. Comme l'esclavage ou l'apartheid, la misère n'est pas naturelle. Elle est créée par les humains et elle peut être vaincue par les actions des humains. With my
avec mes deux mains, faire un monde plus doux avec mes deux mains, avec mes deux mains. Jeunes du monde, regardez-nous comme une chance. Jeunes de quartiers abandonnés, jeunes de beaux quartiers, jeunes sans papier, jeunes déracinés, jeunes chargés de famille. Regardez-nous comme une chance. jeunes chômeurs, jeunes sans emploi, sans formation, jeunes étudiants et jeunes travailleurs. Regardez-nous comme une chance. Jeunes révoltés et solidaires. Regardez-nous comme une chance. Nous voulons trouver notre place dans ce monde. Nous prétendons à un avenir. Je peux changer le monde avec mes deux mains, faire un monde meilleur avec mes deux mains, faire un monde plus doux avec mes deux mains, avec mes deux mains. Je peux changer le monde avec mes deux mains, faire un monde meilleur avec mes deux mains, faire un monde plus doux avec mes deux mains, avec mes deux mains. Je peux changer le monde avec mes deux mains, faire un monde meilleur avec mes deux mains, faire un monde plus doux avec mes deux mains, avec mes deux mains. Je peux changer le monde avec mes deux mains, faire un monde meilleur avec mes deux mains, faire un monde plus doux avec mes deux mains, avec mes deux mains. Vous, jeunes qui sans raison de croire, ni d'exister, cherchant en vain un avenir en ce monde insensé, vous ne voulez pas maudire, vous voulez aimer et prier, travailler et vous unir pour que naisse une terre solidaire, une terre, notre terre, où tout homme aurait mis le meilleur de lui-même avant que de mourir. C'est pour les jeunes qu'on chante. Bouche fermée. On leur passe le relais. Et là, on ne peut pas s'empêcher de dire des mots.
Ils sont avec nous dans nos cœurs. Ils ne pouvaient pas être là physiquement. Alors Marie, elle a écrit, et je suis fier de vous dire ce qu'elle a écrit. Quand je rentrais au camp, de l'école ou d'ailleurs, je respirais. Je n'étais plus jugé. Pourtant, le camp, c'était la boue, les ordures et leur lot de maladies. Nous avions froid en hiver, nous avions les incendies. En été, nous avions trop chaud, sous nos abris précaires, sans eau ni électricité. La mortalité, surtout celle de nos enfants, frappait nos familles. La honte, nous la vivions au quotidien. Nous étions tout le temps coupables. Enfants, à l'école, parce que nos chaussures, nos vêtements étaient crottés. Partout, on nous disait qu'on était coupable de notre misère. Coupable de vivre, en fait. Et pourtant, c'est dans ce camp-là, dans ce camp de Noisy, que je pouvais respirer. Coupable de vivre, pouvoir respirer. Les gens du camp de Noisy, ils étaient humiliés tout le temps. Vous comprenez? Mais entre eux, ils étaient solidaires. Ils ont gardé l'humanité. Avec le Père Joseph, ils ont appris à prendre la parole, à réfléchir, à s'écouter, à confronter leurs idées, à concevoir ce qui est bon pour leur famille. Ils se sont reconnus comme un peuple. Le peuple du quart-monde. Quart-monde, c'est si fort pour Marie, si fort pour nous tous. Ça veut dire qu'on ne se sent plus coupable, mais victime. Victime du rejet, de l'exclusion, de la violence, de la misère. Puis de victimes, nous sommes devenus des combattants, des résistances pour garder l'humanité. Des combattants, des résistants. Combattants et résistance, parfaitement. Des personnes de la société sont devenues nos alliés dans la lutte contre l'exclusion et les misères qu'elle engendre. Aujourd'hui encore, on nous dit que nos enfants sont des feignants, des voleurs, des profiteurs. Il n'y a pratiquement jamais un adjectif positif pour nous décrire. On attend que nos enfants, nos jeunes, font peur. C'est dur. Mais les choses ont bougé. Oui, nous allons chercher ce qui manque encore, enfermés dans la misère, les petits paumés. C'est comme ça qu'on gagne en humanité. On a gagné que les allocations familiales soient pour tous. On a gagné une loi contre les exclusions qui ne demande qu'à être appliquée. On a soutenu la coopération de l'école. On a inventé des entreprises avec ceux qui sont tout en bas de l'échelle. L'ONU nous a rejoints pour dire les objectifs du développement durable. Ne laissez personne de côté. Alors vous qui êtes ici ce soir, essayez d'écouter, de rencontrer les gens qui vivent à la pauvreté. Considérez-les comme des humains. Venez dialoguer avec eux. Pensez créer un monde qui ne laisse personne de côté. Nous sommes compromis dans l'injustice de la misère. Vous les jeunes qui avez l'ambition de réussir dans la vie, ne vous laissez pas prendre par la folie de l'argent qui détruit le monde. Allez dans le sens de l'humanité. Vous les responsables d'associations, de syndicats, de partis politiques, jusqu'à vous, Monsieur le Président de la République, nous avons besoin que vous compreniez le quart-monde. Osez bâtir à partir des plus pauvres. Agissez pour que les gens pauvres d'ici ou d'ailleurs ne soient plus divisés. Nous avons besoin, tous, le même avenir. Nous voulons tous un plus juste devenir. En venant sur ce parvis, vous avez fait un nouveau pas avec nous. Continuons ensemble. Ensemble, nous faisons tous partie d'une même humanité. Une humanité que nous voulons vraiment belle pour tous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tous
pour mener à bien ce combat contre la misère. Osez venir nous rejoindre. Osez venir nous rejoindre. Pianissimo, no more crying. Plus de coups de feu. No more shooting. Oh, freedom avec douceur. Avec mes deux mains. Freedom.